Honorable assistance, je tiens tout d'abord à remercier M. Hadjout et Dr Bellouz de m'avoir convié à cette journée et je tiens à féliciter les organisateurs pour la qualité d'organisation de ces journées. Donc j'ai été chargée de préparer l'intervention sur les tumeurs phyllodes du sein. Les tumeurs phyllodes du sein sont des tumeurs très rares. Ce sont des tumeurs solides, similaires aux adénofibromes. Elles sont constituées d'une double composante épithéliale, conjonctive, mais très importante, et caractérisée par une grande cellularité, lui donnant classiquement à la coupe une structure de feuille à l'origine de son nom. Ces tumeurs sont particulières par leur histologie. En effet, elles vont des tumeurs bénignes jusqu'aux tumeurs malignes en passant par les formes borderline. Elles sont aussi caractéristiques par leur évolution. En effet, quel que soit le grade de ces tumeurs, l'évolution peut présenter des récidives locales ou bien métastatiques avec la possibilité de glissement vers des formes plus agressives. Ces tumeurs, par leur rareté, leur polymorphisme, échappent à la réalisation des essais thérapeutiques et font ainsi l'objet de traitements empiriques calqués le plus souvent sur la prise en charge de pathologies semblables. Alors, un peu d'historique, c'est Cumin et Culcius qui décrit la première fois en 1927 le premier cas des tumeurs phyllodes. En 1938, c'est Müller qui a rapporté dans une revue scientifique le premier cas, le premier cas aussi de tumeur phyllodes et a décrit les caractéristiques cliniques et thérapeutiques de cette tumeur et il a dénommé à ce moment-là de cystosarcome. Virag, en 1960, a précisé que les tumeurs phyllodes sont a priori des tumeurs bénignes, mais des formes malignes d'emblée sont possibles. Norris et Tyler, en 1961, c'est eux qui ont présenté la première classification histopronostique de ces tumeurs en les classant en tumeurs bénignes, malignes et intermédiaires. En 1980, l'Organisation mondiale de la santé a adopté la dénomination de tumeurs phyllodes et il les a classés en 3 grades. Grade 1 qui correspond aux tumeurs bénignes, grade 2 qui correspond aux tumeurs borderline et le grade 3 qui correspond aux tumeurs malignes. Sur le plan épidémiologique, il faut retenir que ce sont des tumeurs très rares. Elles ne représentent que moins de 1% des tumeurs du sein chez la femme et 2,5% des tumeurs fibroépithéliales. Le cancer de registre américain a mentionné qu'entre la période 1994 et 1998, l'incidence des tumeurs phyllodes représentait 3,1 tumeurs phyllodes pour 1 million de femmes et confirme une incidence plus élevée dans les sous-populations blanches d'Amérique latine et de l'Est asiatique. Le pic de fréquence de ces tumeurs phyllodes, il se voit entre 30 et 45 ans, mais avec des extrêmes allant entre 2 ans et 82 ans, soit pratiquement 10 ans après le pic de fréquence pour les adénofibromes et quelques années avant de la survenue du cancer du sein chez les femmes. De même, le National Cancer Institute a précisé que ce sont des tumeurs qui surviennent le plus souvent en période d'activité génitale et touchent préférentiellement les femmes les plus gestes. Pour l'éthiopathogénie, donc l'étiologie de cette pathologie, elle reste encore mystérieuse. Leur histogénèse reste controversée et son explication soulève d'un grand nombre d'hypothèses. Parmi ces hypothèses, il y a ceux qui stipulent, ou bien qui estiment que les tumeurs phyllodes est une évolution des fibroadénomes. En effet, c'est la composante seulement stromale de fibroadénome qui va subir, pour des raisons qui restent encore inconnues, une mutation somatique
sa prolifération ne suivant plus en parallèle celle de la composante épithéliale. Donc cette composante stromale va devenir autonome et prépondérante, ce qui peut conférer au fibroadénome un potentiel de progression vers les tumeurs phyllodes. Cette hypothèse, en effet, elle est soutenue par la ressemblance entre fibroadénome et les tumeurs phyllodes de grade 1, et surtout aussi la ressemblance des tumeurs phyllodes de grade 3 avec les sarcomes. Et ceci peut être donc en faveur d'une évolution dans le temps selon un mode fibroadénome, tumeur phyllodes bénigne et sarcome sur tumeur phyllodes. D'autres hypothèses suggèrent une prédisposition génétique telle que la mutation constitutionnelle du TP53 du syndrome de Lee-Formené, mais ces hypothèses n'expliquent qu'une petite part de ces tumeurs phyllodes. Sur le plan clinique, donc le mode de révélation de ces tumeurs phyllodes, généralement c'est une masse mobile indolore, découverte fortuite à l'autopalpation. Tous les aspects cliniques sont possibles, allant du petit nodule évoquant un adénofibrome jusqu'aux tumeurs volumineuses qui vont prendre la totalité du sein et vont refouler la glande vers la périphérie, ce qui va entraîner un étirement de la peau, et la peau va devenir amincie et brillante, luisante, et avec apparition d'un réseau veineux. Cette compression donc mécanique peut être responsable de lésions d'ulcération avec de la nécrose. La palpation donc va mettre en évidence une tumeur polylobée, mobile, à contour souvent régulier, bien limité. La consistance pour les tumeurs, quand elle est petite, donc elle est ferme, mais quand c'est une tumeur volumineuse, la consistance peut être hétérogène, mais ce sont des tumeurs indolores. Ces tumeurs sont le plus souvent unilatérales et situées dans la majorité des cas dans le cadran supéro-externe du sein. Mais ce qu'il y a, c'est que les aires ganglionnaires sont tout le temps libres. Et si jamais il y a une adénopathie palpable, généralement, elle est observée dans les formes évoluées avec nécrose et ulcération, et donc ce sont des adénopathies réactionnelles seulement. La mammographie, donc les tumeurs phyllodes, se manifestent ou bien se présentent à la mammographie comme étant une opacité ovalaire homogène, bien circonscrite, avec son contour polylobé, sans image de microcalcification suspecte, évoquant un adénofibrome, avec un liseré clair de sécurité visible sur la totalité de la tumeur. Mais quand on a une tumeur volumineuse, donc vous voyez là-bas, c'est le refoulement de la glande mammaire vers la périphérie, et parfois des macrocalcifications sont visibles, évoquant beaucoup plus des lésions de nécrose. L'échographie aussi, quant à elle, elle va montrer une tumeur, un aspect nodulaire, hypoéchogène, homogène, parfois des calcifications, mais sans différence, avec surtout un axe tumoral parallèle à la peau, donc sans différence avec les adénofibromes. Et ce qui peut évoquer seulement une tumeur phylloide, c'est surtout la présence des images kystiques, soit à la périphérie, soit au sein de cette tumeur. Pour l'IRM, tout comme la mammographie et l'échographie aussi, l'IRM n'est pas discriminante pour le diagnostic de tumeur phylloide, donc on ne peut pas distinguer entre adénofibrome et tumeur phylloide, donc elle est peu contributive, et elle va montrer une masse lobulaire circonscrite avec présence de septa en signal T1, avec un hypersignal T2 hétérogène en raison donc des zones kystisées ou un œdème. Il y a aussi, on peut observer un rehaussement intense au niveau des portions tumorales solides. Aussi, c'est un aspect d'une IRM, d'une tumeur phylloide grade 3, donc maligne, avec un hypersignal en T2 qui évoque les kystes, un hypersignal en T1 qui évoque donc une hémorragie intratumorale, et bien sûr, vous voyez l'aspect qui est polylobulé, hétérogène, dans le temps T1 dynamique.
Alors, toutefois, donc, le diagnostic radiologique reste difficile, en particulier devant des lésions de taille modeste. La radiologie, ou bien l'imagerie, ne permet pas d'affirmer le caractère bénin ou malin de ces tumeurs, et la taille n'étant pas un critère de malignité. D'où l'importance de l'exérèse chirurgicale de ces tumeurs. Ainsi, on doit avoir toujours une orientation cytologique ou histologique avant tout acte chirurgical. Et là, le prélèvement cytologique aussi, spécialement dans les tumeurs phyllodes, il est souvent très insuffisant. Parce qu'on a toujours une discordance dans le diagnostic et le prélèvement, bien l'étude cytologique, elle dépend de l'opérateur, donc du cytopathologiste, de la qualité de l'échantillon. D'autant plus qu'on sait que c'est une tumeur hétérogène. Donc, reste la microbiopsie. La microbiopsie, donc le but, c'est d'avoir surtout un diagnostic, notamment dans les tumeurs phyllodes. C'est très important d'avoir un diagnostic préopératoire, parce que ce diagnostic préopératoire, c'est lui qui va nous permettre de prévenir les exérèses incomplètes, imposant une réintervention chirurgicale, et surtout d'éviter un surtraitement chirurgical préjudiciable. Alors, la microbiopsie donc, va permettre une orientation diagnostique en faveur de type histologique, mais même la microbiopsie en matière de tumeur phyllodes, elle ne permet pas de conclure sur le stade histopronostique, car plusieurs foyers de grades différents peuvent coexister au sein de la même tumeur. Ainsi, donc, devant les difficultés diagnostiques, en raison de l'hétérogénéité de cette tumeur, et surtout l'absence de corrélation clinique, radiologique et classification histologique, l'exérèse de la tumeur phyllodes s'impose pour permettre une étude anatomopathologique de toute la pièce pour un diagnostic de certitude et par conséquent une prise en charge adaptée. À l'exérèse, pour la tumeur, donc l'aspect macroscopique de la tumeur, comme vous le voyez, donc la tumeur, elle se présente comme un nodule bien limité, d'aspect charnu, avec présence de fentes, plus ou moins élargies. Parfois, on note la présence d'images kystiques, comme c'est en haut, et des remaniements hémorragiques, voire même nécrotiques. Et ces anomalies, notamment le remaniement hémorragique et nécrotique, ils sont d'autant plus importants que la tumeur est volumineuse. Sur le plan histologique, donc la tumeur stromale, donc elle est caractérisée par une prolifération importante de tissu conjonctif par rapport au tissu épithélial. Et ce tissu conjonctif, il est caractérisé donc par un stroma tumoral avec une hypercellularité et une répartition hétérogène de ces cellules, et bien sûr une hyperplasie et large espace en forme de feuille de la tumeur. Parfois, le diagnostic aussi histologique, il est difficile, et là, on est obligé d'utiliser l'immunohistochimie pour pouvoir donner une précision sur le grading de ces tumeurs, des tumeurs phyllodes. Ainsi, pour l'immunohistochimie, le CD10, l'actine et la vimentine, elle permet la discrimination entre les tumeurs borderline et les tumeurs malignes, et l'expression des récepteurs hormonaux, la positivité de l'IGF-1 et de la B-caténine oriente vers une forme bénigne. Quant aux facteurs histopronostiques, histologiques péjoratifs, donc ils font appel beaucoup plus à l'étude du nombre de mitoses par champ, la sévérité des atypies cellulaires, l'interface entre la tumeur et le parenchyme sain, la nécrose tumorale et la densité tumorale. Ces différents critères ont permis de classer la tumeur phyllodes en trois grades. Ainsi, le grade 1, il est caractérisé donc par une hypercellularité modérée, pléomorphisme cellulaire faible, et avec les mitoses aussi faibles. Interface tumeur et parenchyme, donc c'est juste, la tumeur, elle n'envahit pas, mais juste, elle repousse le parenchyme mammaire, et une répartition stromale uniforme.
avec une différenciation rare. Pour le grade 2, le grade 2 c'est le borderline, donc c'est différentes anomalies, donc elles seront un petit peu accentuées par rapport au grade malin où ces anomalies donc, seront vraiment accentuées. Donc, on parle aussi de grade 2 lorsqu'on a un ou deux facteurs péjoratifs ou plus, et pour le malin, donc au moins 3 facteurs péjoratifs avec, dans ce cas, le risque de métastase est évalué de 25% à 3 ans. Le diagnostic différentiel des tumeurs phyllodes, il suppose essentiellement pour les tumeurs phyllodes de grade 1 avec les fibroadénomes du sein. Et pour le grade 3, il se pose avec le carcinosarcome ou bien les autres sarcomes primitifs du sein, tels que les liposarcomes, les gentiosarcomes et l'évolution. L'évolution aussi de tumeurs phyllodes, elle est un peu particulière parce que c'est une évolution qui est marquée par 2 possibilités, qui est premièrement la récidive locale après traitement initial, et là, la récidive locale, elle est beaucoup plus favorisée par la qualité de l'exérèse chirurgicale initiale. Donc, quand l'exérèse initiale n'a pas été complète et n'a pas été faite en zone saine, le risque de récidive il est important. Et là aussi, à l'histologie, quand on trouve un caractère infiltrant en bordure de la lésion et surtout la présence de nodules satellites périphériques. Et elle est aussi favorisée par le grading de la tumeur, parce que pour les tumeurs grade 1, elles récidivent moins fréquemment que les tumeurs grade 2 et 3. Les métastases, elles concernent exclusivement les tumeurs phyllodes grade 3, donc malignes, dans 20% des cas, et ces métastases ont une prédilection pour le poumon, la plèvre et l'os. Et la survenue d'une récidive métastatique est un élément très péjoratif pour le pronostic. Parce que dans la littérature, donc, il signale que pratiquement la survie après métastase des tumeurs phyllodes, elle est de 6 mois. Essayez de conclure, s'il vous plaît. Il vous reste 1 minute. Si, j'ai terminé. J'ai terminé. Le traitement de la tumeur phyllodes, c'est un traitement essentiellement chirurgical. C'est un traitement essentiellement chirurgical. Il fait appel donc surtout, il dépend des caractéristiques tumorales, la taille, la localisation et le grade de cette tumeur, et le rapport taille-tumeur, volume du sein, et bien sûr les attentes de la patiente. Ainsi, pour les tumeurs de grade 1 et 2, une tumérectomie élargie est souvent suffisante en zone saine. Et si l'énucléation passe au ras de la tumeur, donc il conviendra, si jamais, donc, de reprendre la malade pour compléter les limites. Pour les tumeurs phyllodes de grade 3, donc il faudra pratiquer une mastectomie totale simple sans curage ganglionnaire, parce que les tumeurs phyllodes, donc les métastases, elles se font par voie hématogène et non pas lymphatique. Le traitement complémentaire dans les tumeurs phyllodes, donc il est encore à l'étude, et là, une radiothérapie adjuvante ayant prouvé son efficacité dans la prévention de récurrence locale dans les sarcomes mammaires de haut grade. Après, bien sûr, un traitement chirurgical bien conduit. Sinon, la radiothérapie, donc, elle ne va pas améliorer le pronostic. Quant à la chimiothérapie, sa place, elle est encore débattue et peu de patientes métastatiques ont bénéficié d'une chimiothérapie adjuvante dans la littérature. Et l'association, la doxorubicine et l'isofosfamide semblent être le protocole de référence actuellement. L'indication de la thérapeutique et de la chimiothérapie adjuvante est à discuter au cas par cas, idéalement dans le cadre des RCP, en tenant compte bien sûr des facteurs pronostiques, cliniques et histologiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que les tumeurs phyllodes, elles peuvent être malignes, bénignes au borderline. En général, elles sont de grande taille, mais elles peuvent avoir des tumeurs de petite taille. Elles surviennent en moyenne aux alentours de 45 ans, mais elles peuvent se voir aussi à tout âge. Et le potentiel de récidive dépend de l'étendue de l'exérèse chirurgicale. Et bien sûr, l'impératif de la chirurgie, c'est d'assurer des limites, une exérèse large des linéaires en zone saine supérieure à 1 cm. Les récidives métastatiques sont rares, mais elles sont greffées d'un très mauvais pronostic. Je vous remercie pour votre attention.
Merci, Madame Orles, pour l'exposé. Et on passe aux discussions.